Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3088 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 15 octobre avec des anniversaires et tout d'abord celui du joueur allemand Mesut Özil. Il fête aujourd'hui ses 36 ans, donc ça fait déjà plus d'un an qu'il a pris sa retraite. Mais c'est une légende bien sûr du football, lui qui a joué à Arsenal, lui qui a joué par exemple du côté du Real Madrid. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. N'oubliez pas que ce joueur a remporté la Coupe du Monde 2014 où il a fait un mondial de fou. Bon anniversaire à Mesut Özil. D'autres anniversaires comme celui de David Trezeguet. Il fête aujourd'hui ses 47 ans, je me souviens très bien de son but en or lors de l'Euro 2001 contre l'Italie. J'aimerais que cette règle revienne. Le premier qui marque en prolongation, c'est victoire. Ça avait été le cas pour David Trezeguet. Et quelqu'un aussi très important du côté de l'histoire de l'équipe de France fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'agit du sélectionneur Didier Deschamps. Vainqueur de la Coupe du Monde en tant que joueur et vainqueur de la Coupe du Monde en tant que coach. Il fête aujourd'hui ses 56 ans, Didier Deschamps. Donc bon anniversaire à cette légende du football français. Tiens, on va continuer maintenant avec ce qui s'est passé hier. Et ça concerne Didier Deschamps vu que c'est le sélectionneur de l'équipe de France. Et la France jouait un match de Ligue des Nations du côté de la Belgique. Et l'équipe de France s'est imposée 2-1. Hier soir à Bruxelles. Donc les deux buteurs côté équipe de France, c'était un seul buteur. En gros, ça a été Randal Kolo Muani qui a inscrit un doublé, un but sur penalty et un but dans le jeu. Donc l'équipe de France a fini à 10 contre 11 parce qu'ils ont pris un rouge double jaune. Pour Aurélien Tchouameni, donc pour parler du match, la Belgique a commencé quand même très fort. La Belgique a même pu mener en première mi-temps. Mais voilà, l'équipe de France a su laisser passer l'orage et surtout fait une meilleure deuxième mi-temps. Ils ont su de nouveau gagner contre l'équipe belge. C'est quand même leur proie favorite, les Français, par rapport à la Belgique. Bref, donc voici les statistiques de la partie. Donc la Belgique, c'est vrai, je vous ai dit, j'ai regardé le match et c'est vrai que la Belgique a eu plus d'occasions, plus de tirs, 20 tirs pour les Belges, 7 tirs cadrés pour un but marqué, ce qui veut dire 6 arrêts décisifs de la part de Mike Maignan. Et côté équipe de France, il y a eu moins de tirs cadrés, mais plus d'efficacité, 4 tirs cadrés, 2 buts, alors que l'équipe belge a 7 tirs cadrés pour seulement un but marqué. Dans la douleur, cette victoire, parce qu'elle a été très compliquée bien sûr à se dessiner. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc ça parle du double buteur côté équipe de France, Randal Kolo Muani, 2 buts en stock. Et à la peine et inefficace avec son club du Paris Saint-Germain, l'attaquant parisien a inscrit un doublé hier soir face aux Belges. Les Bleus qui ont terminé la partie à 10 contre 11 confortent leur deuxième place dans cette poule bien sûr de la Ligue des Nations. Et on va parler de certainement l'homme du match, même si j'ai pas vu c'était lui officiellement ou non. Je pense que c'est lui avec son doublé, c'est Randal Kolo Muani. Et le bourreux français des Belges en 2024. Donc il a joué 3 fois, donc 2 fois en Ligue des Nations et une fois lors de l'Euro. Il a inscrit quand même 4 buts sur cette année 2024 contre l'équipe belge en 3 matchs. Randal Kolo Muani et surtout ce magnifique deuxième but parce que le premier est inscrit sur penalty, même si un penalty des fois c'est pas à chaque fois quand tu tires un penalty c'est pas à chaque fois au fond des filets. On a pu le voir avec Tielemans qui a même pas cadré son penalty en première période, mais lui les gars il a marqué ce magnifique deuxième but et c'est que les 8 dernières titularisations de Randal Kolo Muani avec les Bleus, et c'est vrai que c'est quelqu'un peut-être qui joue très peu avec le PSG, mais en équipe de France il joue, il est titulaire et souvent il est buteur. Donc là doublé contre la Belgique, il a marqué de nouveau un but contre la Belgique, il a marqué aussi contre l'Espagne, contre le Luxembourg, contre le Chili, contre la Grèce, c'est plutôt pas mal. Il y a seulement le Portugal où il n'avait ni marqué ni passeur D. Et là, c'est seulement les matchs où il a commencé titulaire. Parce que si vous cherchez la Belgique, où il a joué 3 fois sur cette année 2024, on les voit 2 fois. L'autre fois, il avait commencé sur le banc. Là, c'est seulement les titularisations, bien sûr, de Randal Kolo Muani. Donc voilà, quand il est dans le 11 de départ, il est souvent décisif. Et actuellement, il a 8 buts inscrits du côté des Bleus. Il vient d'égaler un certain Kingsley Coman, Christophe Dugarry, Mathieu Valbuena ou même Dimitri Payet. Tous ces joueurs ont inscrit 8 buts du côté de l'équipe de France. Le même total maintenant que Randal Kolo Muani. Kolo Muani en conférence de presse, en fin de match, en zone mixte, tout ça, il a répondu à quelques questions. J'ai la confiance du coach ici en sélection, j'espère aussi l'avoir en club. Bon, pour l'instant, oui, il l'a avec Deschamps, mais avec Luis Enrique, c'est un peu plus compliqué de l'avoir, cette confiance du coach espagnol. Kolo Muani, c'est capable de reproduire les mêmes performances avec le PSG. Le problème, c'est qu'on les voit pas. C'est un peu comme Fabien Ruiz aussi qui fait des grosses performances avec son pays, l'Espagne, mais en club, c'est beaucoup plus compliqué. C'est à peu près la même chose pour Kolo Muani. Mais il a dit, j'aimerais bien en faire de même. C'est à moi de travailler, de rester dans ma bulle. Mais oui, je pense que je pourrais reproduire ce que je fais. Bon, voilà, maintenant, on ne l'a toujours pas vu depuis un an du côté du Paris Saint-Germain. Et Kolo Muani remercie aussi Deschamps pour sa confiance parce que Deschamps pourrait ne plus l'appeler vu qu'il n'est pas bon en club. Quand tu n'es pas bon en club, souvent tu n'es pas appelé en sélection. Deschamps lui fait confiance parce qu'en sélection, il répond toujours présent. Il a dit mes performances en bleu. Donc c'est la confiance du coach. Ça fait plaisir d'être dans cette phase difficile. Donc je pense qu'il m'aide énormément sur ça et ça me parle beaucoup.
Voilà, donc c'est surtout Deschamps, il lui fait énormément confiance et ça se ressent sur le terrain. Et Deschamps, il a dit sur TF1 à la fin du match avec nous, Randal est très performant, c'est vrai, je vais vous montrer quand même les fois où il est titulaire. On peut voir que souvent il est buteur, il est intéressant, il est rayonnant, il est en confiance. C'est quelqu'un qui a un profil bien spécifique avec nous, il est très très souvent performant. Donc maintenant on aimerait le voir aussi performant du côté du Paris Saint-Germain. On va parler aussi de Mike Maignan parce que gros match de sa part, j'ai dit 7 tirs cadrés pour la Belgique. Un but marqué, donc il y a eu du coup 6 arrêts, voilà, 6 arrêts décisifs de la part de Mike Maignan. Et Mike Maignan, après ces 6 arrêts, record depuis Hugo Lloris, depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, où il avait fait également 6 arrêts décisifs. Donc c'est bien, c'est positif, je suis sur la lancée de ce que je fais ces derniers temps, mais le plus important, c'est bien sûr la victoire pour cette équipe de France. Et je suis l'un des plus anciens, j'aime bien guider, mais je le fais naturellement et je me donne pas un rôle. Voilà ce qu'il a pu dire Mike Maignan après son gros match hier. On va parler aussi du rouge du capitaine Aurélien Tchouaméni, enfin double jaune. Et là, bon, c'est totalement logique, bien sûr, ce deuxième jaune pour Aurélien Tchouaméni. Du coup, il a laissé ses coéquipiers à 10 contre 11 pendant un quart d'heure. L'équipe de France a su résister malgré les vagues incessantes, on peut dire, des joueurs belges. Et Tchouaméni, les gars, le premier joueur exclu avec les Bleus depuis 3 ans. Le dernier, ça avait été en 2021, ça a été Jules Koundé contre la Bosnie. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un joueur de l'équipe de France prendre un carton rouge. Le dernier en date maintenant, c'est Aurélien Tchouaméni, le dernier joueur de l'équipe de France à prendre un rouge alors qu'il est capitaine. Là, il faut revenir beaucoup d'années en arrière. C'était en 2006, les gars. Et c'est Aurélien, Tchouaméni qui est devenu le premier capitaine de l'équipe de France à prendre un rouge depuis un certain Zinedine Zidane lors d'une finale de Coupe du Monde contre l'Italie. Ouais, il avait le brassard, il a pris le rouge, Zidane. Donc voilà, c'est le dernier capitaine à avoir pris un rouge. Donc voilà, concernant Tchouaméni. On va parler aussi d'Ibrahima Konaté, défenseur français. Là, dit on est rentré dans le match sur la pointe des pieds. C'est que début de match, les gars, l'équipe de France a l'impression était timorée, surtout l'équipe belge a mis une grosse pression. Mais en seconde période, on s'est parlé et on est revenu avec un état d'esprit différent. Et je pense que c'est vu immédiatement, oui. Tu as pu voir que la deuxième était bien meilleure que la première mi-temps. Donc il y a eu énormément de progrès par rapport au dernier rassemblement. Je suis fier de tout le monde. Voilà ce qu'il a pu dire Konaté par rapport à la performance des Bleus. Mais c'est que Konaté, il a commencé titulaire avec Saliba. Et c'est vrai que même si les deux sont très bons en club, Konaté à Liverpool c'est très solide. Saliba Arsenal c'est également très solide. En équipe de France, c'est un peu fébrile. Et voilà, Konaté et Saliba ont montré trop de signes de fébrilité hier soir, lors du match, pour ne pas s'interroger si Dayot Upamecano était indispensable aux Bleus. C'est vrai que, regardez, les stats ne mentent pas, les gars. Depuis 2023, les Bleus n'ont encaissé que 5 buts lorsqu'Upamecano était titulaire sur 15 matchs. 5 buts sur 15 matchs où il est titulaire. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, en son absence, ils en ont pris 13 en 9 matchs, 13 buts. Et ce n'était pas tout le temps lié au mérite de l'adversaire. C'était souvent par rapport à des boulettes. Voilà, soit de Konaté ou soit de Saliba. Donc voilà, peut-être Upamecano, c'est peut-être un joueur indispensable dans la défense de l'équipe de France. Et tiens, on va parler du penalty, bien sûr. Saliba. Saliba revient, il glisse, c'est vrai que là, il y a pénalty total. Après on se demandait s'il y avait hors-jeu ou non, il n'y avait pas hors-jeu, donc oui il y a pénalty. Bon après c'est Yuri Tielemans, les gars, qui a totalement floppé sur son pénalty. Moi je comprends pas les joueurs, en plus surtout en professionnel, comment un joueur ne peut pas cadrer un pénalty. C'est pas possible les gars, tu cadres ton pénalty, allez t'as au moins on va dire 3 chances sur 4, voire 3 chances sur 5 de marquer ton pénalty. Comment tu peux tirer soit à côté ou au-dessus? J'ai jamais compris ça. C'est pas possible de ne pas cadrer un penalty. Il n'a pas cadré. Si tu cadres pas, tu ne marques pas. Et la Belgique est devenue hier soir la première sélection à perdre 3 fois dans la même année civile contre l'équipe de France. Voilà, c'est qu'on est un peu leur bête noire, on peut dire, parce qu'à chaque fois on les gagne quand même. 5 sur 5 pour les Bleus face à la Belgique depuis 2018. Il y a eu 1-0, il y avait eu 3-2 en la Ligue des Nations 2021 en demi-finale. Il y avait eu 1-0 lors de l'Euro, puis là 2-0. Il y a quelques semaines, hier soir 2-1. Donc voilà, l'équipe de France prend souvent l'ascendant sur nos voisins belges. Et c'est vrai que l'équipe de France n'a plus perdu contre la Belgique en compétition officielle depuis 1981. Ça fait 40 ans que l'équipe de France n'a pas perdu contre l'équipe belge. Et toujours un tiers sur cette rencontre, un certain Kylian Mbappé qu'on a beaucoup parlé ces derniers jours par rapport, qui n'est pas là en sélection, mais aussi qu'on parlera tout à l'heure parce qu'aussi s'est passé des dingueries autour d'Mbappé hier. Bon bref, il a regardé hier le match des Bleus. Il a mis une petite story Instagram avec les drapeaux français. Il était devant bien sûr sa télé pour regarder la victoire de l'équipe de France. On continue avec les autres résultats. Il n'y a pas que la France qui jouait hier, bien sûr. Dans la même poule, il y avait Italie contre Israël. Et l'Italie s'est imposée 4-1. Tiens, le même résultat que la France contre l'Israël, c'était jeudi dernier. Donc Retegui a été buteur, Di Lorenzo doublé et Fratesi a également été buteur. Donc parfait, bien sûr, pour l'Italie. 17 tirs, 8 tirs cadrés.
Et 4 buts inscrits. Hein. Et concernant cette équipe italienne, donc il n'a pas marqué, mais il est rentré en cours de jeu. Il s'agit du jeune Daniel Maldini, a fait ses débuts avec l'Italie hier soir. Donc voilà, et surtout il a fait pareil que son père et son grand-père. Son père c'est Paolo Maldini qui avait fait ses débuts avec l'Italie en 88 et son grand-père c'est Cesare Maldini, le père de Paolo, lui qui avait fait ses débuts en Italie en 1960, donc la génération continue des Maldini du côté de la sélection italienne, donc voilà, Cesare, Paolo et bien sûr maintenant le jeune Daniel Maldini. On continue avec d'autres rencontres, l'Allemagne contre les Pays-Bas, c'était une belle affiche, hein. Donc l'Allemagne s'est imposée 1-0 grâce à Lewy Ling à la 64e minute de jeu, hein. J'ai pas vu le match mais j'ai vu un peu le résumé, j'ai vu le but sur un corner, c'est un peu dévié, il revient, il envoie une grosse frappe en pleine lucarne. C'était le seul buteur du match et une victoire importante pour la sélection allemande qui a complètement dominé quand même le match. Quand on voit les statistiques de la partie concernant ce match, les gars, et vu que ça se jouait dans le stade du Bayern Munich, enfin à domicile pour l'Allemagne, ils ont fêté leur légende, qui ont pris leur retraite là récemment, ces dernières semaines, comme Gundogan, comme Manuel Neuer et comme Thomas Müller. On peut voir les trois. Et aussi là, regardez, il manque un visage. Enfin, il y a un visage. C'est Toni Kroos qui n'était pas là. Toni Kroos, il n'a pas pu venir hier pour son. Parce que lui aussi, il a pris sa retraite. Bien sûr, il aurait pu être là pour ce match d'adieu. En gros, il a reçu son cadre. Il n'était pas là. Mais sinon, les trois autres qui ont pris leur retraite récemment étaient présents. Voilà, parce qu'ils ont arrêté avec la Mannschaft. Il y avait également la Bosnie contre la Hongrie. C'est dans la poule des Pays-Bas et l'Allemagne. Donc, la Hongrie s'est imposée 2-0 et un doublé de Szoboszlai, le joueur hongrois. Donc voilà, parfait bien sûr pour les Hongrois. On peut voir les statistiques de la partie. Il y avait également l'Islande contre la Turquie. Et la Turquie s'est imposée 4-2 dans cette rencontre avec un but de Arda Güler à la 88e. Il y a eu 2-2. Il a inscrit le but du 3-2. Puis après, Aktürkoğlu qui fait un gros début de saison de Benfica, a inscrit le 4e et dernier but de cette équipe turque. De belles victoires de la Turquie. Et bon, j'ai pas vu le match parce que je n'ai pas pu voir le match tout simplement. Mais d'après les stats, il n'y a rien à dire. 24 tirs, 12 tirs cadrés quand même pour les Turcs. La victoire est totalement logique. Et concernant Arda Güler, bon après c'est quand même sur une énorme boulette du gardien islandais. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Il prend du temps à dégager. Du coup, il perd le ballon, puis du coup ça fait but d'Arda Güler, son premier de la saison, confondu, enfin si on prend en compte son club du Real et sa sélection la Turquie, donc félicitations bien sûr au jeune Arda. Il y avait aussi un Estonie-Suède hier, et la Suède s'est imposée 3-0, dont un but de Gyökeres sur une passe D de Kulusevski, et un doublé aussi de Nanasi. Double buteur sur une passe D aussi de Gyökeres. Et pour parler de Gyökeres, les gars, il a déjà marqué son 16e but de la saison, toute compétition confondue. L'attaquant du Sporting, assez fou. Donc hier, buteur et passeur D, décisif sur 2 des 3 buts de son équipe. Donc c'est simple, il a joué 15 matchs club, Sporting et sélection Suède pour 16 buts. Et on peut rajouter aussi 6 passes décisives pour Gyökeres. Quel footballeur, ce joueur qui risque d'aller dans un autre club, je pense l'été 2025. Et concernant Nanasi aussi, cette pépite qui a rejoint l'équipe de Strasbourg, et doublé pour lui les gars, le début de saison est complètement fou, Donc doublé là contre l'Estonie, contre Lens lors du dernier match avec Strasbourg qu'il a pu jouer, passeur D, contre l'OM passeur D, Lille, Angers, OL, il avait marqué un but, voilà ce jeune joueur, j'avais parlé quand il était venu, je ne connaissais pas lors du dernier mercato, j'ai dit à ce qui paraît c'est un crack, il arrive en provenance de Malmö, une équipe suédoise, il vient à Strasbourg, ils l'ont acheté 10 millions, et regardez, on peut voir que son début de saison quand même est pas mal, donc il vient d'enchaîner une 6e titularisation consécutive en étant décisif, le jeune Nanasi. Sinon tous les autres résultats du côté de cette Ligue des Nations pour cette 4e journée, à qui j'ai pas parlé, le Pays de Galles s'est imposé 1-0 contre le Monténégro, où la Slovaquie de Milan Skriniar s'est imposée hier 1-3 du côté de l'Azerbaïdjan, la victoire de l'Albanie 1-0 du côté de la Géorgie. Au programme aujourd'hui, c'est les derniers matchs de la Ligue des Nations, dernier match de cette trêve, avec 4 grosses rencontres ce soir dans la Ligue A, l'Espagne contre la Serbie, l'Écosse contre le Portugal, il y aura un Pologne-Croatie, Suisse-Danemark, il y a aussi des matchs de la Ligue C, avec par exemple un Kosovo-Chypre ou un Lituanie-Roumanie au programme ce soir, on parlera de tous ces résultats demain. Et concernant le match entre l'Écosse et le Portugal, la sélection portugaise est actuellement en Écosse, et bien sûr il y a beaucoup de supporters écossais pour voir la légende Cristiano Ronaldo qui a signé quelques autographes devant le camp de base du Portugal. Et regardez cette photo quand même du jeune Diogo Dalot, donc joueur de 25 ans portugais, avec le vieux Cristiano de 39 ans. Mais c'est vrai que si on regarde, ils ont quand même l'impression que Ronaldo, il a le même âge que Diogo Dalot. On a l'impression que Ronaldo, il a 25 ans, mais là, il a quand même 39 ans. Mais tellement qu'il fait attention à lui, il mange pas n'importe quoi, il a une hygiène de vie irréprochable. Voilà, on a l'impression qu'il fait beaucoup plus jeune, tout simplement. Cristiano Ronaldo, il fait
enfin aussi vieux, on peut dire que Dalot qui a seulement 25 ans. Et toujours avec CR7 et son sélectionneur qui est en conférence de presse avant le match ce soir contre l'Écosse. Donc Roberto Martinez, il couvre d'éloges encore Cristiano Ronaldo. Il a dit CR7 ne joue pas, il ne s'entraîne pas comme un joueur de 39 ans. Il travaille beaucoup pour aider l'équipe. C'est un joueur iconique avec une carrière unique. Pour moi, c'est facile de coacher un joueur comme lui. Voilà, objectif pour Ronaldo ce soir, inscrire son 907e but. Il a 906 actuellement, donc il va essayer d'en inscrire peut-être un, deux. Il augmentera son total, enfin, s'il est buteur, bien sûr. Et Cristiano Ronaldo. On quitte l'Europe, direction le continent africain, parce qu'il y avait également des rencontres. Hier, on commence avec le Togo contre l'Algérie. Donc, il y a quelques jours, l'Algérie s'est imposée 5-1 à domicile. Cette fois-ci, c'est au Togo. Et de nouveau, une victoire pour l'Algérie. 1-0, c'est Ben Sebaini, l'unique buteur du match. Donc, voilà, petite victoire, mais ça donne 3 points au classement. Donc, voici les statistiques de la partie. Ils ont été plutôt dominés, les Algériens, parce que quand on voit les tirs, 11 tirs, 3 tirs cadrés, 1 but. Mais le Togo, les gars, c'est quand même 22 tirs, dont 9 tirs cadrés, 9 arrêts quand même du gardien algérien qui a fait un match exceptionnel. Et du coup, voilà, le plus important dans le foot, c'est de marquer des buts. Et c'est l'Algérie qui a marqué. Et l'Algérie, du coup, s'est imposée. C'est officiel. L'Algérie obtient son billet pour jouer la future Coupe d'Afrique des Nations 2025. C'est simple. 4 matchs, 4 victoires. 12 points. Ils peuvent plus, même s'ils perdent, parce qu'il reste encore 2 matchs. C'est des poules à 6 matchs. Ils sont à 4 matchs joués, 4 victoires. Donc voilà. Même s'ils perdent les 2 derniers matchs, ils sont sûrs de finir dans les 2 premières places. D'être qualifié pour jouer cette future CAN 2025. Donc félicitations bien sûr à l'Algérie. C'est pareil pour le Cameroun qui s'est imposé sur le même résultat, 1-0 du côté du Kenya. Eno, l'unique buteur du match à la 63e minute de jeu. On peut voir les statistiques de la partie. C'est la même chose pour le Cameroun. Et se qualifier également pour la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon les autres résultats, on peut voir par exemple que la Gambie s'est imposée 1-0 contre le Madagascar. La Guinée équatoriale 2-1 du côté de Libéria. Ou par exemple Zimbabwe 3 contre la Namibie. Et c'est plutôt une surprise à la Namibie. Éliminé les gars, voilà, officielle surprise de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Vous avez fait vraiment un beau parcours. La Namibie ne participera pas à la CAN 2025 au Maroc. Pourquoi? Parce que 4 matchs pour eux, mais 4 défaites. Voilà, ils ne peuvent plus être dans les 2 premiers. Du coup, ils ne seront pas ils seront pas présents lors de la CAN. C'est quand même une surprise que vous avez fait quand même un beau parcours lors de la CAN, qui s'est joué en janvier dernier. Au programme aujourd'hui, parce que là il y a beaucoup de matchs, je ne vais pas citer toutes les rencontres, mais ça commence à 15h jusqu'à 21h ce soir entre l'Éthiopie et la Guinée. C'est le gros programme. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. C'est le quatrième match, on peut dire, de poule. Et à noter qu'un match est reporté entre la Libye et le Nigeria. Pourquoi c'est reporté? On a des infos. La sélection du Nigeria a été bloquée 16h à l'aéroport en Libye sans nourriture ni boisson. Le match entre les deux pays ne se jouera pas en raison du traitement infligé aux joueurs. C'est quand même fou ce qui s'est passé. J'ai regardé le capitaine, William Trust Ekong, un capitaine des Super Eagles, donc capitaine du Nigeria, il a dit plus de 12 heures dans un aéroport abandonné en Libye après que notre avion ait été détourné pendant la descente. Le gouvernement libyen a annulé notre atterrissage autorisé à Benghazi sans aucune raison. Ils ont verrouillé les portes de l'aéroport et nous ont laissé sans connexion téléphonique, sans nourriture ni boisson pendant plus de 12 heures dans l'aéroport. J'ai déjà vécu ce genre de choses en jouant à l'extérieur en Afrique, mais c'est un comportement honteux. À ce stade, nous avons demandé à notre gouvernement nigérian d'intervenir et de nous secourir. En tant que capitaine et avec l'équipe, nous avons décidé que nous ne jouerons pas ce match ce soir contre la Libye. La CAF devrait examiner ce qui s'est passé. Voilà. Donc c'est pour ça que ce match est reporté tout simplement par rapport à comment ils ont été traités, on peut dire, d'être mis dans un aéroport sans nourriture, sans boisson, sans connexion de téléphone. Ils ne pouvaient pas donner des nouvelles à leur famille. Donc c'est pour ça en gros que cette rencontre ne se jouera pas aujourd'hui. Il y a du football également du continent asiatique avec des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Par exemple, il y a l'Arabie Saoudite ce soir contre le Bahreïn. Le Japon contre l'Australie ou la Corée du Sud de Kang In-lee contre l'Irak, ça sera tout à l'heure à 13h. Il y a également les derniers matchs aussi de la 10e journée sur le continent sud-américain par rapport aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc par exemple, il y a un Colombie-Chili, un Paraguay-Venezuela, Uruguay-Équateur, Argentine-Bolivie et le Brésil contre le Pérou. Voilà, tous ces matchs vont se jouer un peu ce soir et dans la nuit prochaine. Donc voilà, n'oublie pas, le classement est actuellement comme ça. Donc voilà, toutes les équipes auront joué 10 matchs. On reparlera de tous ces résultats demain. On continue les gars, en clôture à la page résultats. On a parlé de tout ce qui s'est passé hier. Il n'y a pas d'autres matchs à parler. Maintenant, on va parler de quelque chose d'autre. Je ne sais pas si vous avez vu, ça parle de Kylian Mbappé et c'est quand même une dinguerie les gars. Rien à voir avec le match d'hier, tout ça, mais le média suédois Expressen écrit que Kylian Mbappé fait l'objet d'une enquête de la police suédoise sur une allégation de viol suite à son voyage à Stockholm la semaine dernière. N'oubliez pas, on avait parlé. C'était jeudi dernier, il y avait Israël-France. Et donc la France a imposé 4-1, parfait. Mais on avait parlé aussi de beaucoup d'Mbappé, qu'il était parti lui en Suède, faire la fête en discothèque, tout ça. Et depuis les gars, il y aurait une enquête
une enquête de la police suédoise sur une allégation de viol à l'encontre de Kylian Mbappé. Voilà. Bon, moi je vous relaye les infos. Donc le Français sera accusé de viol et d'agression sexuelle, toujours selon le Expressen, un journal suédois, sur la base de soupçons raisonnables, un degré de suspicion le plus faible en Suède, parce qu'il y a des suspicions des fois graves où c'est quasiment sûr que c'est lui. Donc là serait le grade le moins élevé, on va dire. Mais voilà, il serait quand même, quelqu'un lui aurait dit que Kylian Mbappé aurait violé quelqu'un. Voilà, tout simplement. Donc réunion de crise au Real Madrid cette nuit selon Romain Moulina. Voilà, les affaires autour de Kylian Mbappé. Donc la police s'est déplacée aujourd'hui dans l'hôtel où séjournait Mbappé. Des témoignages ont été recueillis et d'éventuels éléments matériels, analyse des images de vidéosurveillance et éventuellement prélèvement d'ADN, voilà, pour voir ce qui s'est vraiment passé. Voilà, donc pour l'instant Mbappé il est pas coupable. Voilà, c'est juste pour l'instant que quelqu'un dit qu'il y aurait eu un viol, tout ça, dans un hôtel du côté de la Suède. Et bien sûr, pour Mbappé, les gars, ça passe pas du tout. Alors, la RMC, ils disent donc sur la presse, plus de Stockholm ouvert des... Donc en gros, fake news, lui directement. Fake news, bien sûr, ça en devient tellement prévisible. Veille d'audience comme par hasard, avec un petit smiley où il fait un clin d'œil. Parce qu'aujourd'hui, en gros, Mbappé, c'est qu'il est il est partout, Mbappé, parce qu'aujourd'hui il passe de nouveau au tribunal avec l'affaire avec le Paris Saint-Germain par rapport au salaire impayé il demande 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain et il dit tiens, une nouvelle comme ça la veille d'une audience qu'aujourd'hui bien sûr où il doit récupérer de l'argent de la part du PSG. En gros il accuse que ce soit le PSG qui a tout monté ça par rapport parce que regardez, il dit veille d'audience comme par hasard, donc là c'est l'audience avec le PSG, donc en gros il dit que c'est à cause du PSG tout ça, tout ce qui est sorti là. Voilà, donc c'est très chaud, voilà, c'est le clash total quand même entre Mbappé, Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Et le sous-entendu de Kylian Mbappé ne passe pas du tout du côté du PSG où il dit veille d'audience comme par hasard, où il met un petit, comme je dis, smiley un clin d'œil. Et côté du PSG, ça passe pas honnêtement. C'est une honte. Le PSG est responsable de tout avec lui. Il n'a pas marqué de but à part les pénaltys pour Madrid. C'est le PSG. Il a manqué les matchs de la sélection française alors qu'il dit qu'il n'est pas blessé. C'est à cause du PSG. Le PSG invente maintenant des histoires en Suède. On va l'ignorer et garder notre classe. Voilà ce que le PSG a dit par rapport à Kylian Mbappé. Voilà, vraiment là, le torchon il est cramé maintenant entre les deux parties, bien sûr, entre Kylian et l'équipe parisienne. Et la réaction du clan Mbappé à l'AFP en début de soirée, ils ont dit que ces accusations sont totalement fausses et irresponsables et leur propagation est inacceptable. Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de l'image de Kylian Mbappé, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. Donc voilà, en gros c'est quoi ce qui s'est passé, tout ça, Mbappé, je pense qu'il a rien fait, j'espère, mais voilà, ça prend à chaque fois des proportions complètement folles. Sur Kylian et Deschamps, les gars, il a réagi à ça, c'était à la fin du match hier parce qu'il a entendu tout ce qui s'est dit. Il a dit en ce moment ça sort de partout, n'importe comment, info ou un tox, je ne sais pas, c'est difficile et suffisamment grand pour communiquer. On a un environnement qui est très négatif, il faut faire attention que quand vous reprenez des choses, je ne vais pas dire que je sais parce que je ne sais pas, il vaut mieux prendre du recul avant de sortir quoi que ce soit. Voilà, donc pour l'instant on attend de voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que c'est quand même grave ce qui est reproché à Kylian Mbappé, donc on en reparlera bien sûr là, je pense dans les prochains jours. Toute autre chose les gars, même si c'est aussi un rapport avec un joueur aussi français à l'époque avait été accusé aussi de viol alors qu'il n'a rien fait les gars, parce que il est passé au tribunal, il a été reconnu non coupable, c'est Benjamin Mendy. Et Mendy a charge Manchester City et fait plusieurs révélations. Il a dit à plusieurs joueurs de l'équipe première de Manchester City, dont le capitaine du club, étaient tous présents aux fêtes auxquelles j'ai assisté et que j'ai organisé. C'était des fêtes où il y avait beaucoup d'alcool, ils invitaient beaucoup de femmes, de filles, puis c'est là qu'il y a eu entre guillemets des viols, même si ça a été après reconnu non coupable. Il était parti en prison, mais après il a été reconnu non coupable. Bref, il a dit qu'il y avait toute l'équipe, beaucoup de joueurs de Manchester City qui y allaient, mais c'est lui en gros qui a trinqué en gros pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il a dit, Mendy. Donc la différence entre moi et les autres joueurs de City, c'est que c'est moi qui ai été faussement accusé de viol et humilié publiquement, alors que les autres, ils sont passés entre les gouttes en gros du filet. Je ne peux m'empêcher de penser que le club essaie de faire croire que j'agissais de manière imprudente et que ma prétendue imprudence, ma conduite a été arrêtée pour des crimes que je n'ai pas commis. Je voudrais juste souligner qu'à l'époque en question, je ne faisais rien de différent de plusieurs joueurs de l'équipe première de Manchester City qui faisaient également exactement la même chose que lui. Voilà, lors des soirées, et il n'y a que lui, comme je dis, qui a trinqué, alors que les autres,
leur nom n'a pas été sali par rapport à cette affaire qui a quand même brisé, on peut dire, la carrière de Benjamin Mendy. C'est quand même des propos aussi très forts qu'il envoie sur ses anciens collègues du côté de City. Après, il ne met pas tout le monde dans le même cas parce qu'il met aussi des joueurs, les gars, qui l'ont beaucoup aidé. Benjamin Mendy révèle que Raheem Sterling, Bernardo Silva et Riyad Mahrez lui ont prêté de l'argent pour l'aider quand City a suspendu son salaire, parce que quand City a pris ça, City ne payait plus son salaire et du coup il n'a plus d'argent. Donc du coup certains joueurs comme Sterling, Silva et Mahrez lui ont payé, lui ont donné de l'argent pour payer tout simplement qu'il avait payé. Donc j'ai eu du mal à payer ma pension alimentaire quand City a arrêté de me payer. Je me sentais mal. Sterling, Silva et Mahrez m'ont tous prêté de l'argent pour m'aider à payer mes frais juridiques et à subvenir aux besoins de ma famille. Voilà ce qu'on apprend également sur Benjamin Mendy. Un autre joueur français, donc là ça n'a rien à voir, c'est pas par rapport à l'accusation de viol tout ça, mais lui c'est par rapport aussi au dopage. Pogba, donc il va revenir normalement, enfin c'est sûr, en mars 2025, et il parle de son retour, et pourquoi pas l'OM. Il a dit je rigole parce que c'est tonton Pat, c'est Patrice Evra, les gars. Il a dit ça en rigolant, vous le connaissez, ou Evra, il a dit Marseille ce serait le club parfait bien sûr pour Pogba quand il va reprendre sa carrière. Il a dit je suis encore sous contrat du côté de la Juve, donc ce n'est pas crédible, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais pourquoi pas jouer en Ligue 1. Pourquoi pas jouer du côté du championnat français pour Paul Pogba, on verra. C'est vrai que ce sera peut-être son futur championnat. Pogba aussi évoque son retour sur les terrains. Je suis content, tout ce que je veux c'est retrouver les terrains et jouer au football depuis un an. Je vis, je ne me cache pas de ce qui a été dit par rapport au doping. Je dois vivre. Je ne suis pas mort et j'ai tué personne. Je continue de m'entraîner et aussi j'ai grandi en l'espace d'un an et demi. J'ai peut-être pris 10 ans peut-être de mentalité, c'est ce qu'il peut dire. Et aussi sur un potentiel peut-être retour en équipe de France. C'est vrai que quand il va reprendre la compète, après peut-être on se dira est-ce qu'il a le niveau encore pour venir en équipe de France, mais pas que la Coupe du Monde 2026 qui peut être un objectif bien sûr pour Paul Pogba. S'il revient un an avant le mondial, il peut, s'il fait des bonnes performances. Il a dit ce n'est pas parce que Paul Pogba qui a gagné la Coupe du Monde en 2018 va revenir et que les autres vont s'asseoir et vont dire oui tiens Pogba ta place elle est là parce que tu as gagné le mondial 2018, pas du tout, il le sait. Il y a des joueurs qui performent avec leur club, parce que s'il revient, lui c'est un milieu de terrain, mais tu as déjà quand même Kamavinga, Tchouaméni, des joueurs aussi qui sont en équipe de France bien installés, donc ce sera lui d'être meilleur que par exemple les deux joueurs du Real pour regagner sa place. Donc ce sera à moi de revenir et de jouer bien sûr et d'être meilleur que les autres, donc il le sait bien sûr Paul Pogba. Et concernant son club actuellement de la Juve, parce qu'il est toujours sous contrat actuellement du côté de la Juventus, et Fabrizio Romano le dit, une discussion en cours entre Pogba et la Juve pour une résiliation de contrat. La pioche sera libre en 2025. Voilà. Et comme je vous ai dit, en mars 2025, il pourrait retrouver la compétition. On va parler aussi d'un certain Neymar, les gars, blessé depuis quasiment un an. Et bonne nouvelle parce que son retour est très proche. Donc on apprend d'après ESPN Brésil que l'attaquant brésilien retrouve des sensations et devrait faire son retour le 21 octobre. On est le 15, ça devrait être la semaine prochaine face à Al-Hilal. Donc voilà. La dernière fois qu'il a foulé, donc ce sera un match de Ligue des Champions asiatique. La dernière fois qu'il a foulé une pelouse, c'était le 18 octobre 2023. Tiens, il s'était blessé. Tiens, dans 3 jours, ça fera un an, jour pour jour, qu'il s'était blessé, ligament croisé. Donc voilà, donc là il va jouer un an après, il va certainement rejouer la semaine prochaine Neymar, et ça bien sûr c'est une très bonne nouvelle pour lui, pour le Brésil et même pour le football de revoir Neymar sur les terrains. On continue avec Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc il a été en interview parce qu'actuellement il y a un documentaire sur Movistar. Movistar c'est une chaîne espagnole. Et il revient sur la mort de sa fille Zana, décédée d'un cancer des os quand elle est très jeune, quand elle avait 9 ans. Donc puis-je me considérer chanceux ou malheureux? Il a dit je me considère chanceux, très chanceux. Ma fille, Xana, est venue vivre avec nous pendant 9 merveilleuses années. Donc voilà, il a réagi par rapport à ça. Donc il dit il est très chanceux. De l'avoir eu pendant 9 ans. Et bien sûr, la tristesse doit être immense d'avoir perdu sa fille à 9 ans. Donc concernant Luis Enrique, il parle de tout. Il parle bien sûr de sa vie perso, il parle aussi de l'Espagne, son ancien pays où il a été sélectionneur, ou bien sûr beaucoup aussi du Paris Saint-Germain. Donc c'est sur Movistar Plus, du côté de l'Espagne, toutes ces interviews. Ce fan hardcore de Marcelo Bielsa qui s'est fait un énorme tatouage de son idole. Marcelo Bielsa, on peut voir avec l'écusson de Leeds, par exemple, un ancien club qu'il a pu coacher avec le drapeau chilien, ou même un club, je sais pas, c'est peut-être un autre club qu'il a coaché, Bielsa. Donc voilà, ça, lui c'est un grand fan, on peut dire, de Bielsa, qu'actuellement le sélectionneur de l'Uruguay. Mais pendant combien de temps? Pas sûr que ça va être encore longtemps, parce qu'actuellement il y a beaucoup de personnes en gros qui pensent que c'est pas le coach qu'il faut pour l'Uruguay. On va parler de Christophe Lolichon, c'est l'ex-entraîneur des gardiens de Chelsea actuellement en poste à Dunkerque, a récemment proposé à Petr Cech, 42 ans, de rejoindre le club nordiste pour 6 mois.
Un club de Dunkerque, imaginez, hein, Petr Sech à Dunkerque serait fou. Hein. Donc il a dit, il fait du hockey sur glace maintenant, je lui ai proposé donc un contrat de 6 mois pour qu'on vive un truc incroyable. Hein. Ça aurait fait un buzz pas possible, mais au-delà de ça, c'était la possibilité de retravailler ensemble, parce que lui avant c'était l'entraîneur, l'ex-entraîneur des gardiens de Chelsea, donc il connaît très bien sûr Petr Sech, il voulait le faire ramener pour retravailler ensemble. Bon, il m'a répondu par un smiley, hein, et puis plus rien, c'est rare. Hein. Cela voulait dire qu'il commençait à réfléchir, ce serait peut-être un smiley, peut-être en train de dire pourquoi pas, en gros, juste un smiley, c'est peut-être dire oui pourquoi pas, puis après il a peut-être réfléchi, puis il s'est dit en fait non, j'ai pas envie de revenir dans le monde du football. Le lendemain matin, il m'a appelé, Christophe, avec mes tendons, je ne vais pas pouvoir, hein, parce qu'il a des problèmes de blessure, et c'est pour ça qu'en gros il n'a pas pu jouer, mais il était quand même. Il aurait pu rejoindre cette équipe de Dunkerque, hein, ça aurait été totalement fou. Dunkerque, hein, ça évolue en Ligue 2. Officiel, Geoffroy Guichard sera guichet fermé samedi pour l'AS Saint-Etienne, Racing Club de Lens, un gros match entre deux équipes historiques de la Ligue 1. La billetterie grand public n'avait même pas encore été ouverte, hein, que voilà, toutes les places ont déjà été vendues, hein, pour ce gros match samedi. Florian Thauvin révèle les clubs qu'il voulait après son départ de l'OM. Il a dit Lyon m'a appelé, j'avais parlé avec Giuntoli qui était à Naples, hein. J'avais aussi échangé avec Maldini qui me voulait à Milan, l'équipe qui aurait été et toujours mon rêve, hein, donc l'équipe de l'AC Milan. L'Atlético Madrid aussi me voulait aussi, hein, mais avec le Covid le club était en difficulté. On peut voir voilà, qu'il y a des grands clubs, hein, comme Lyon, l'AC Milan et l'Atlético Madrid qui voulaient tout simplement Florian Thauvin. La ressemblance, hein, qu'on voyait bien sûr à personne là, vous savez qui c'est, la ressemblance entre Laurence Maguire, hein, joueur de Milton Dons FC, et son frère Harry Maguire, défenseur de Manchester United. C'est ça qu'il a un frère, hein, Harry Maguire, c'est lui, qui se ressemble, hein, comme deux gouttes d'eau. On va parler de Lamine Yamal. Forfait, hein, ce soir pour le match de l'Espagne, mis au repos. Et officiel, Lamine Yamal souffre d'une élongation aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Il fera son retour à l'entraînement lorsque son état le permettra. Alors, pour l'instant, on ne sait pas s'il sera disponible. Donc là, dans 5 jours, le 20, le Barça reçoit Séville, hein, c'est un match de Liga. Et pour l'instant, on ne sait pas s'il pourra jouer ou non Lamine Yamal parce qu'il est blessé. Une élongation aux ischio-jambiers. Donc bon rétablissement à lui. C'est que Lamine Yamal, c'est simple, hein, dans les 5 gros championnats européens, c'est celui qui a subi le plus de fautes depuis le début de saison. On peut voir genre le plus de victimes de fautes, toute compétition confondue, donc 38 fautes. C'est voilà, le joueur qui subit le plus de fautes en Europe, Lamine Yamal. Un ancien joueur de première ligue âgé de 24 ans a été accusé de viol la semaine dernière. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Il a ensuite été libéré sous caution avant que l'affaire ne soit classée sans suite après enquête de la police. Voilà, donc en plus, tout à l'heure, on parlait de choses un peu comme ça, accusation de viol. Donc là, il y a aussi un ancien joueur de première ligue âgé de 24 ans qui a été arrêté la semaine dernière. Pour l'instant, son nom n'a pas été divulgué, mais je pense que son nom va bientôt sortir. Neymar veut que Vini remporte le Ballon d'Or 2024 et le Ballon d'Or devrait être remporté par Vini dans moins de 2 semaines, hein, c'est dans 13 jours maintenant, on est le 15, ça sera le 28, hein, la cérémonie un lundi, donc il n'y a personne de meilleur que lui. Il a fait une saison merveilleuse et je le soutiens pour le Ballon d'Or. Vini le mérite, hein, c'est un combattant, il a beaucoup souffert tout au long de sa vie, il a surpassé toutes les critiques et maintenant c'est une idole, un grand héros pour nous. Et voilà, chose que n'a jamais fait Neymar, gagner le Ballon d'Or, et bien Vini va le gagner dans 13 jours maintenant. Wilfried Zaha et Gift Orban ont été exclus du groupe pour le match contre Nantes, hein. Le dernier match avant la trêve, hein, car ils ne souhaitaient pas participer à un entraînement d'après-match suite à leur déplacement chez les Rangers à Glasgow, où Lyon s'est imposé 4-1. Il y avait un entraînement en gros, puis ils n'ont pas voulu participer tout simplement, et du coup c'est pour ça qu'ils n'ont pas été retenus pour le match d'après contre le FC Nantes. On va parler de Erling Haaland après la lourde défaite de la Norvège, hein, c'était avant-hier, ils ont perdu 5-1 à la Norvège. Donc Haaland a présenté ses excuses auprès des supporters sur Instagram. Il a dit: je vous demande pardon, nous n'avons pas été suffisamment bons en novembre, hein, lors de la prochaine trêve. Nous allons tout faire afin de remporter les 6 points. Il y aura encore 2 matchs pour la Norvège et là ce sera l'objectif de gagner les 2 matchs 6 points. Donc voilà, c'est ce qu'il a pu mettre, hein, sur son réseau Instagram. Il s'excuse auprès des supporters. L'échange entre Snedzi et Ronaldo, c'était lors du dernier match entre la Pologne et le Portugal. Même si Snedzi a pris sa retraite, il était dans les... Voilà, il était là, il était présent tout simplement, puis il a pu rencontrer Ronaldo, son ancien coéquipier à la Juventus Turin, et Snedzi il a dit: je suis au Barça maintenant, et Ronaldo il a dit: je sais, hein, tu as eu besoin de prendre ta retraite pour aller dans un grand club. Voilà, donc voilà ce qu'a pu dire, enfin, l'échange entre les deux qui se connaissent, hein, bien sûr, hein, ils ont dit ça à la rigolade. beIN Sport n'a toujours pas réglé les droits du dernier Euro qui s'est achevé il y a quand même 3 mois. N'oubliez pas que beIN Sport a diffusé tous les matchs de l'Euro et il devait payer, hein, c'était des droits TV, ils n'ont toujours pas payé. Donc le diffuseur d'environ 27 millions d'euros à l'UEFA pour cette compétition qui n'ont toujours pas payé, ils n'ont même pas versé un centime. Donc ouais, il va falloir quand même passer à la caisse, hein, pour beIN Sport. La Super League aurait pour projet de se lancer en septembre 2025. C'est vrai qu'on a oublié cette compétition, la Super League, qui aimerait concurrencer le nouveau format de la Ligue des Champions.
et battre après le journal AS. La Super League aimerait lancer son programme dès l'année prochaine, dans un an, moins d'un an, en septembre 2025. Bon. Est-ce que ça va voir le jour ou non cette Super League? Ça, c'est pas sûr du tout. Le nouveau trophée de la Ligue 1 sera dévoilé demain, parce qu'on avait parlé il y a quelques semaines qu'il y aura un nouveau trophée. Par rapport, là, c'est le trophée, par exemple, des derniers vainqueurs, comme le PSG. Ils soulèvent souvent ce trophée là hexagonal, donc un rond avec une petite boule au milieu. Donc là, il y aura un nouveau trophée pour le vainqueur de la Ligue 1 dans les années futures, qui sera dévoilé demain, jeudi. Le Real Madrid surveille la situation de Jérémy Frimpong. Il ne prévoit pas de partir cet hiver, mais un transfert l'été prochain pour 40 millions d'euros est envisageable. C'est le prix de sa clause libératoire. Donc voilà, si quelqu'un lève sa clause libératoire, il partira, c'est le joueur donne son oui. Et le Real Madrid, bien sûr, surveille la situation du latéral néerlandais. Declan Rice apporte son soutien au sélectionneur anglais par intérim Lee Carsley, qui est vivement critiqué actuellement par la presse anglaise. Il a dit, il a été clair avec nous quand il est arrivé, il venait pour 3 rassemblements et vu la façon dont il s'est comporté comme nous avons joué, je pense qu'il a été incroyable. Voilà, parce que Lee Carsley, c'est lui qui a remplacé Gareth Southgate qui avait annoncé sa démission après la finale de l'Euro perdue, on se souvient, contre l'Espagne. Donc voilà, il se fait beaucoup critiquer par rapport aux derniers résultats. N'oubliez pas que l'Angleterre a perdu contre la Grèce à Wembley jeudi dernier, il était beaucoup critiqué, donc c'est pour ça que Declan Rice est venu un petit peu le soutenir. Et c'est vrai que du côté de l'Angleterre, il rêve de lui, il rêve de Pep Guardiola, et Guardiola a été approché par la fédération anglaise en début de la saison afin qu'il devienne le prochain sélectionneur. Le coach catalan doit se décider concernant son avenir dans les semaines à venir. Son contrat avec Manchester City se termine à la fin de saison, donc s'il venait à ne pas prolonger à City, et peut-être il pourrait prendre une sélection. Il a toujours rêvé, il a toujours dit qu'il aimerait un jour entraîner une sélection en plus. 2025, les gars, sera un an de la Coupe du Monde. Voilà, il pourra faire quand même du bon taf pendant un an. Il peut bien sûr préparer bien cette Coupe du Monde aux États-Unis avec la sélection anglaise. Donc voilà, ce ne serait pas non plus une surprise de voir Pep Guardiola entraîner l'Angleterre lors de la future Coupe du Monde. Officiel, Alexis Bossetti s'engage librement à Grasse, une équipe de National 2. Voilà, cet ancien joueur qui évolue par exemple à Nice, où c'est un grand supporter de Nice. Il évolue maintenant du côté de Grasse. Bonne chance à lui. Et on finit cet épisode aujourd'hui à une semaine du Paris Saint-Germain PSV. Ça sera, je crois pas que c'est mardi, je sais plus c'est mardi ou mercredi prochain, parce que la semaine prochaine, mardi prochain, il y a des matchs de Ligue des Champions. Et il y aura un Paris Saint-Germain PSV. Le PSG, en gros, là, il joue samedi contre Strasbourg à domicile. Et après, soit mardi ou mercredi, il y aura ce PSG PSV en Ligue des Champions. Donc, les supporters néerlandais ont été interdits de déplacement par la préfecture de police. Pourtant, il y a quand même déjà eu 2000 billets qui ont été vendus pour ce match de Ligue des Champions pour les supporters du PSV pour se déplacer au Parc des Princes. Et en gros, ils sont interdits de déplacement. Donc, normalement, ils vont tous se faire rembourser, enfin, normalement. Donc, voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve demain, bien sûr, demain, mercredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.